Sa place, à l'arrière de l'appareil, Jason Hawkes en ferait presque sa résidence secondaire. Depuis 25 ans, il vit entre ciel et terre. Quel privilège! Quand il fait beau et chaud et que les portes sont ouvertes, c'est incroyable. Dès que la météo le permet, il embarque pour un survol exceptionnel au-dessus des toits de Londres. Il y a une belle lumière dorée. C'est magnifique. Le photographe est aujourd'hui le témoin privilégié d'une ville qui se métamorphose. Je suis toujours étonné de voir à quel point on ne distingue qu'une petite partie de la ville depuis la rue. Il y a tellement de nouveaux bâtiments. Pour les voir, il faut être sur les ponts de la Tamise ou sur la rive sud. Lorsqu'on est à l'intérieur de la ville, on ne voit pas ces bâtiments, même s'ils mesurent 30 mètres de haut. La plupart du temps, on ne voit pas ce qui se passe au-dessus de nos têtes. C'est étrange. Une course effrénée où les gratte-ciels tutoient désormais les nuages. Chaque jour, Londres se dessine un profil plus vertigineux et vertical. La ville a radicalement changé. Cela fait 25 ans que je vole et c'est incroyable les changements qu'il y a eu pendant cette période. Jusqu'au début des années 2000, un seul édifice dominait la ville. Visible d'un peu partout, il n'avait aucun rival à sa hauteur. Arthur Burns est historien. Devant nous, il y a la cathédrale Saint-Paul. C'est probablement, depuis le XVIIe siècle, le bâtiment le plus important de Londres. Sa silhouette, qui se détache clairement du ciel, n'est pas obstruée par de grands bâtiments. Le dôme culmine à 111 mètres de haut. Mais au-delà de ses dimensions, cette cathédrale raconte l'histoire tourmentée de la capitale anglaise. Depuis sa construction, elle a traversé de multiples épreuves, et pas des moindres. Cette statue représente le lien indéfectible entre Saint-Paul et le Blitz de Londres. La résistance face aux raids allemands qui menaçaient la capitale au début de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, l'aviation allemande bombarde la ville. Toute la nuit, plus de 100 000 bombes s'abattent sur la capitale britannique. Pour la Luftwaffe, la cathédrale Saint-Paul est une cible privilégiée. Pour les Anglais, un symbole à protéger. Les Allemands ont embrasé toute la ville. Churchill avait donné l'ordre aux pompiers de préserver à tout prix la cathédrale. Les Londoniens se sont vraiment battus pour sauver Saint-Paul. Sur le toit, il y avait 28 retraités, tous passionnés d'architecture. Ils surveillaient là où les bombes tombaient. Si l'une d'entre elles touchait la cathédrale, ils la rejetaient en dehors du bâtiment pour éviter que l'édifice ne prenne feu. Malgré l'héroïsme de ces pompiers, le toit de la cathédrale est éventré. Mais de loin, rien n'y paraît ou presque. Le photographe Herbert Mason est allé sur le toit de son journal. Il prend cette photo. Elle devient un objet de propagande tant pour les Allemands que pour les Anglais et leurs alliés. La photo était partout, et pas seulement dans les journaux britanniques. Dans la presse allemande, cette photo a été utilisée pour illustrer les destructions. Mais dans les journaux britanniques et dans les journaux américains, elle est devenue le symbole de la résistance anglaise. Le Blitz est considéré comme le deuxième grand incendie qu'a connu Londres. Car la cathédrale et sa coupole rappellent aux Londoniens que la ville a brûlé à près de 80%. Le feu a démarré à proximité de la cathédrale. Alors là, vous avez une plaque intéressante.
Elle rappelle que c'est ici que le grand incendie de Londres a commencé en 1666, dans une boulangerie. Le feu a ensuite détruit le centre historique, puis toute la ville. En 2016, la ville commémore le drame en organisant la destruction symbolique d'une maquette géante installée sur les bords de la Tamise. En 1666, Charles II, le roi d'Angleterre, demande à Christopher Wren de faire renaître la ville de ses cendres. L'architecte reconstruit la cathédrale Saint-Paul telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il réalise également cette colonne, symbole de la tragédie et d'une ville qui se tourne résolument vers son avenir. « 311 marches. Ce qui est remarquable, c'est que chacune d'elles mesure précisément 15 cm de haut. Grâce à ça, on peut connaître la pression atmosphérique à différentes hauteurs. Tout ce bâtiment est un laboratoire. Un laboratoire, car à l'époque, dans cette tour, les Anglais voulaient installer le plus grand télescope zénithal de Londres, un instrument qui devait démontrer la rotation de la Terre. Aujourd'hui, au dernier étage, on domine les toits de la ville à 360 degrés. La colonne a longtemps été le point de vue le plus élevé de Londres. Les gens venaient ici pour voir la ville qui s'offrait à eux ou pour se suicider. Au XVIIIe siècle, de ce balcon, les gens se jetaient dans le vide. Avec tous ces nouveaux bâtiments, on voit vraiment l'évolution de la ville, la juxtaposition entre le neuf et l'ancien. Londres a toujours été ainsi. À l'image du baron Haussmann pour Paris, Christopher Wren redessine Londres de A à Z. En regardant la ville, on remarque que c'est encore une très vieille cité, avec ses rues étroites, ses routes où s'engouffre le vent. Après l'incendie, il fallait construire une nouvelle ville avec de grandes rues larges, une ville éclairée avec des plans rationnels. En fin de compte, il s'est avéré impossible de réaliser ces plans et on a fini par reconstruire Londres à l'identique, avec ses vieilles rues. Londres n'est pas comme Paris ou Washington, une ville planifiée. C'est une ville qui montre encore ses origines médiévales. La ville se réinvente dans l'espace et dans le temps. Quand on roule vers Londres, ce que l'on distingue en premier, ce sont les grandes tours à l'horizon. Quand on les voit, on sait que l'on est bientôt arrivé. Ces tours sont devenues les nouvelles icônes de la ville. Et qui mieux que Jason Hawkes pour montrer cette ville en mouvement? C'est une belle journée pour voler. La visibilité est exceptionnelle. Le photographe s'apprête à survoler de nouveau la capitale. Son pilote, Miles, l'accompagne depuis une dizaine d'années. On va commencer par un tour du Tower Bridge, puis direction Saint-Paul, Westminster et Nine Elms. C'est parti pour un survol au-dessus des toits, entre chiens et loups. Miles, on va aller maintenant autour du Shard. On fait le tour à 300 mètres d'altitude. Ok, pas de souci, on s'approche du Shard. La ville se transforme en profondeur, tout en prenant de la hauteur. Nous sommes juste au-dessus du Tower Bridge. Il n'y a que le pont et la tour de Londres qui sont restés les mêmes. Le reste a incroyablement changé. Il y a 10 ans, le Shard et le talkie-walkie n'existaient pas. Presque tous les gratte-ciel de la ville ont émergé ces dernières années. L'horizon, avec toutes ces tours, c'est devenu la vue emblématique de Londres. Chaque fois que je vole, je photographie ce mur de building parce que les gens l'adorent. Il y a énormément de constructions en cours. Un chantier à la hauteur des ambitions de la ville, qui reste l'une des premières places financières de la planète.
Beaucoup de gens n'aiment pas les nouveaux bâtiments, mais je pense qu'ils sont tout aussi bien que les anciens. S'il a déjà publié une cinquantaine d'ouvrages sur sa ville, depuis quelques années, le photographe est de plus en plus sollicité par les promoteurs immobiliers. Ce sont désormais ses premiers clients. La première fois que j'ai vu le Shard, je l'ai trouvé étrange. Maintenant, je trouve que c'est un très bel immeuble. Le Shard est sûrement le gratte-ciel le plus emblématique de l'extraordinaire vitalité de la ville. Avec sa flèche, située à 306 mètres, c'est le bâtiment le plus haut de la vieille Europe. Avec la lumière rasante au coucher du soleil, c'est vraiment magnifique. Merci Miles. On peut descendre à 200 mètres, s'il te plaît? Situé sur la rive sud de la Tamise, c'est l'un des rares gratte-ciels construits en dehors de la City. Mon bâtiment préféré, c'est le Cheesgrater. C'était l'une des tours les plus hautes de la City en 2012. Maintenant, il y a d'autres gratte-ciels comme le 22 qui le dépassent. Une nuit comme aujourd'hui, quand le temps est beau et calme, vous obtenez des vues incroyables au soleil couchant. C'est vraiment une ville photogénique. Aux abords de la Tamise, les quartiers de Londres évoluent. Bermondsey, situé au pied du Shard, n'échappe pas à la règle. De son passé industriel, il ne reste que les façades. L'écrivain anglais Charles Dickens, qui avait planté le décor miséreux d'Oliver Twist, serait un peu déboussolé, tant l'endroit est devenu branché. Dans la rue, il y a pourtant un endroit qui résiste au temps. Bonjour. Quelle belle journée. Bien, c'est une magnifique journée. Nos abeilles vont être calmes, elles vont bien travailler. Comme chaque jour, le programme de Sarah et Del Gibson tourne autour de leur ruche, installée juste au-dessus, sur leur toit. Si les abeilles disparaissent, beaucoup de choses vont s'effondrer comme un château de cartes. C'est vrai que le matin, quand je me réveille, j'aime bien me dire que nous faisons un travail important. Et à la fin de la journée, je suis là. Oh mon Dieu, les abeilles! Dans l'histoire de l'humanité, le miel était un produit de luxe. Aujourd'hui, quand vous prenez du miel, vous avez la même expérience qu'un homme qui vivait au temps de Cro-Magnon. La cire n'a pas changé, le miel n'a pas changé. Vous obtenez la même sensation que celle de votre premier ancêtre. Une sensation et un goût qu'il veut transmettre au plus grand chef cuisinier de la ville, comme Scott Patterson. Allons tester un peu le miel. Avant de goûter ce miel, Del doit encore préparer le terrain. Allez, je prends tout mon matériel. En 2016, l'apiculteur est élu meilleur artisan producteur du Royaume-Uni. Pour entretenir la réputation de la maison, il organise des petites virées sur son toit où il dispose d'une demi-douzaine de ruches. Viens par là, Scott. Je te propose que l'on récolte le miel de cette ruche. Alors, sens-moi ça. Et voyons ce qui se passe lorsque l'on sort le cadre. Tiens-le bien avec tes deux mains. Et voilà, du miel pur et naturel tel que les abeilles le produisent. Ici, tu as la reine.
avec le petit point rouge. Toutes les reines que nous avons sont marquées en rouge cette année. Comme ça, on peut savoir quel âge elles ont. À Londres, les abeilles profitent d'un environnement exceptionnel. Il y aurait aujourd'hui plus de 3500 ruches sur les toits de Londres. Sur le toit, nous sommes loin des voitures, des chiens, des hommes, de la pollution ou de toute autre forme d'interférence pour les abeilles. Du coup, elles sont capables d'agir comme elles le feraient dans la nature. En principe, elles vivent dans des arbres. Ici, on est à la même hauteur. C'est là que se trouve leur principale source de nourriture. Ce n'est pas dans les plantes. Je travaille au Shangri-La. C'est juste là. Allons mettre ça dans un pot. Sarah prend le relais. Un peu comme pour un grand vin, petite séance de dégustation. Scott, vas-y, prends-en une bonne quantité. Lorsque tu sors la cuillère de ta bouche, tu comptes jusqu'à 5. Puis tu étales le miel sur ta langue. Et pendant que tu reposes la cuillère, tu inspires par le nez. Les arômes vont se développer. Tu sens tous les arômes. On sent beaucoup les fleurs de sureau. Oui, bien sûr. C'est incroyable, c'est un miel divin. En bouche, on sent vraiment le caractère floral. La fleur de sureau qui s'épanouit. C'est un beau produit. Inauguré en juillet 2013 pour les Jeux Olympiques de Londres, le Shard abrite 55 000 mètres carrés de bureaux. 10 résidences privées de luxe, une clinique, un observatoire, ainsi que des bars, des restaurants et un hôtel 5 étoiles avec piscine à débordement. Au 35e étage, le chef Scott est au fourneau de la grande table du Shangri-La. Il prépare ici un nouveau dessert. Voici un gâteau au calamondin. C'est un agrume coréen. Il se marie parfaitement avec la mousse au citron, à la meringue. Puis on termine avec le miel, que l'on a pris chez Dale. Du toit à l'assiette. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la campagne pour goûter du vrai miel. Si on regarde par ici, vous voyez la maison orange et rose? Les abeilles qui produisent le miel que nous utilisons sont juste devant, là, sur la petite maison. C'est une bonne histoire à raconter à vos clients. Oui, une histoire incroyable. C'est fou à quel point nous sommes proches. Le gratte-ciel est une ville dans la ville. Chaque jour, 5000 personnes viennent travailler ici. Jost Moluizen est l'architecte qui a suivi toutes les étapes de la construction. Bonjour. C'est pour le 72e étage. Il revient ici pour la première fois depuis son inauguration. Ce n'est plus votre gratte-ciel. Non, plus maintenant. Plus votre bébé, quoi. Nous avons accouché du bébé. Merci. Merci. C'est normal. Parfois, c'est comme ça. Ça nous fait un peu bizarre, mais on peut rien y faire. It is the way it is. Il y a combien d'étages là? Voilà, on va au 72e. Ça fait quelle hauteur? Ça fait 240 mètres. Ah, quand même. C'est la plus haute de Londres? C'est la plus haute, oui. Le Viewing Gallery la plus haute de Londres. Nous sommes arrivés. Non, c'est pas essentiel, mais c'est du bureau, mais plutôt cool. Lui, il va être contre parce que bon... C'est un endroit populaire. Peut-être que la météo y est pour beaucoup aussi. Plus que la vue, je pense que la météo y est pour quelque chose. On savait qu'on était au bon endroit, car le soleil est là et la vue de ce côté.
C'est le bon endroit pour construire un gratte-ciel qui permet d'admirer à la fois la City et Westminster. Ici, c'est l'endroit idéal. Des milliers de visiteurs chaque jour et un panorama sur les toits de Londres à couper le souffle et qui réserve quelques surprises. Vous voyez les voies de chemin de fer qui ont été construites à la fin du 19e siècle. Derrière, on voit la Tamise. Nous, on s'est dit que ces deux éléments étaient intéressants, qu'on pourrait construire au bout des voies de chemin de fer un bâtiment qui fait écho au fleuve et à la rivière d'acier. Vous savez que la reine est venue ici, elle a regardé la Tamise et elle a dit « En fait, je n'avais jamais réalisé à quel point le fleuve se courbe et serpente le long de la ville. » C'est assez intéressant que, même pour elle, cette vue soit une découverte. Construire un tel building, c'est un défi technologique, mais c'est aussi un casse-tête juridique et administratif. Pour obtenir le feu vert pour notre construction, nous avons parlé aux voisins et même à l'évêque de la cathédrale. On pensait qu'il serait contre une grande tour à côté de son église, mais pas du tout. Il a dit non, 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 je suis très heureux. Imaginez en 2006, construite en 3 ans, cette tour de 95 étages a coûté 2,5 milliards d'euros. Financé par l'État du Qatar, le Shard, pour son concepteur, le cabinet Renzo Piano, est un miroir à facettes. Un kaléidoscope de milliers de panneaux vitrés. C'est bien de voir les laveurs de vitres descendre comme ça. On se rend compte de la manière dont ils nettoient le bâtiment. Il est tellement grand. Nous avons 11 000 de ces panneaux de verre. 11 000 sur tout le bâtiment. Imaginez, c'est un sacré travail. La nacelle qui descend est suspendue à 2 câbles. Et ces câbles sont rattachés à un gros bras. Une fois terminé, vous devez recommencer. Ça ne s'arrête jamais. Je pense que c'est un bon boulot. Il faut juste ne pas avoir le vertige. Ici, nous sommes au 10e étage. Ce n'est pas très impressionnant, mais quand vous êtes au 66e, je pense que la sensation doit être différente. Au pied du Shard, une rivière d'acier. L'image peut surprendre, mais c'est le surnom donné par les Londoniens au métro et à ces voies ferrées qui arrivent de partout et convergent toutes vers le London Bridge. Chaque jour, plus de 500 000 personnes empruntent les transports en commun pour venir travailler ici à la City. Une place financière avec les plus grandes banques mondiales et une bourse qui rivalise avec Wall Street. Un État dans l'État où même la reine d'Angleterre demande l'autorisation avant d'y entrer. Une enclave de 3 km² avec des tours de taille et de formes aussi différentes que nombreuses. Un rayonnement construit depuis des siècles. Mais son essor le plus spectaculaire, la City le doit à un attentat terroriste. Pendant près de 30 ans, Peter Rees était en charge de l'urbanisme à la mairie du district. Il est aujourd'hui professeur à l'université d'architecture de Londres. Juste ici, dans les années 90, une bombe posée par des terroristes a explosé. L'IRA a posé la bombe juste là. L'explosion a endommagé tous les bâtiments autour. Elle a détruit l'ancien édifice de la Baltic Exchange. Au XVIIIe siècle, c'était là que se négociaient les contrats de transport maritime. C'est ironique de penser que c'est à la suite de ce drame que l'une des grandes tours emblématiques de la ville a été construite, le Gherkin. Les Anglais l'appellent le cornichon à cause de sa forme. Conçu par Lord Foster, c'est le premier bâtiment d'une série de tours qui marque la renaissance de la ville en tant que centre de la finance mondiale. C'est vraiment le symbole du futur. Aujourd'hui, le quartier général de la finance est une jungle urbaine avec des projets toujours plus gigantesques. Le dernier en date, le 22.
Grâce à Karen Cook, l'architecte de ce projet, nous pénétrons sur le chantier. Nous sommes au 48e étage, soit 220 mètres au-dessus de la chaussée. C'est rare de venir ici. Oui, c'est la première fois que je monte à cet étage. Je le découvre avec vous. C'est excitant. Alors, bienvenue au 22. Le 22 sera la plus haute tour de la City de Londres. Il y a 23 façades. C'est un bâtiment assez simple. Il est conçu comme un point d'ancrage autour duquel se rassemblent les autres gratte-ciel. Pas facile, j'aurais besoin de chaussures plus adaptées. En fait, c'est plus simple comme ça. C'est une nouvelle façon de découvrir la ville. Un nouvel espace public, un boulevard vertical dans le ciel. 7 jours sur 7, plus de 1000 personnes travaillent actuellement sur cette construction. 120 nationalités différentes. Parmi eux, Matt Vinten. Il n'a que 19 ans et c'est déjà la 2e tour sur laquelle il travaille. Je mets toujours ce harnais, parce que si je tombe, il me sauve la vie. Cela fait partie de notre équipement. D'ici, je peux voir le nord et l'est de Londres, Canary Wharf et Heron Tower. Je peux aussi voir le parc olympique. Je pense que Londres a un potentiel énorme. Dans les 20 prochaines années, de nombreux gratte-ciel vont être construits. Il va y avoir beaucoup de travail. Pas de chômage à l'horizon pour cette industrie du béton, de l'acier et du verre en pleine expansion. Cette folie des grandeurs, Matt en est fier de participer à cette mini-révolution qui va bouleverser l'horizon de la ville avant 2040. Je n'ai pas peur de travailler aussi haut. Au contraire, je trouve ça plutôt excitant. J'aime beaucoup mon travail. Je l'ai choisi parce que j'aime bosser au-dessus des toits. Je trouve que c'est plus sympa qu'un travail de bureau. Ici, c'est agréable et chaque jour, c'est différent. Si le planning est respecté, cette tour ultramoderne sera livrée fin 2019. Elle accueillera 12 000 personnes, soit l'équivalent d'une ville comme Arcachon. Elle culminera à 278 mètres, alors qu'au départ, elle devait mesurer 30 mètres de plus. Le ciel est votre limite? Oui, en fait, la limite est définie par l'aviation civile. Au départ, le bâtiment devait être plus haut, mais l'aviation civile nous a demandé de le baisser pour des raisons de sécurité. Nous avons dû revoir sa conception pour le redimensionner. Un jour où il y avait du brouillard, un hélicoptère s'est malheureusement écrasé dans une tour. Il ne pouvait pas voir où il allait, il aurait dû se trouver au-dessus du fleuve. Mais il a dévié de sa trajectoire, il est arrivé dans la tour. Et c'est là que les autorités ont imposé des limites. Londres est au croisement de couloirs aériens. Avec 78 millions de passagers chaque année, la ville est après Dubaï la plus importante plaque tournante du trafic international. La plus convoitée aussi pour ceux qui rêvent d'un placement financier dans l'immobilier. Je déteste voir ce que la ville et notre skyline deviennent. Je ne me plains pas parce qu'il y a plus de gratte-ciel que d'immeubles. Je me plains parce que Londres a besoin de plus de logements. Londres n'a pas besoin de créer des opportunités pour que des milliardaires viennent planquer ou placer leur argent. Dans les plus beaux appartements situés dans les derniers étages des gratte-ciel, les propriétaires brillent par leur absence. Leurs investissements chassent les Londoniens vers la périphérie.
D'où la colère de certains habitants, comme Barbara Weiss. L'architecte ne se balade jamais sans son appareil photo. Je regarde de l'autre côté de la rivière et tous les 2 mois, un nouveau gratte-ciel sort de terre. Le paysage change constamment. Je surveille ces changements parce que ça m'intéresse de savoir ce que va devenir cette partie de Londres. C'est un peu le Far West ici. Le gros problème, c'est que l'ADN de Londres est en train de changer. Nous avons peur que Londres ne devienne ce qu'on appelle une ville générique. En d'autres termes, très semblable à n'importe quelle autre ville du monde. À ses yeux, dans cette frénésie immobilière, Londres pourrait perdre son âme. Avec les membres de son collectif, elle dénonce le manque de transparence. C'est une collection d'articles, de brochures, d'affiches que nous avons réalisées ces 4 dernières années. C'est un moyen de montrer la colère des locaux. Les habitants de Londres sont vraiment mécontents. Chaque jour, Barbara découvre de nouveaux complexes immobiliers. Cette année, 510 projets de gratte-ciel sont dans les tuyaux. Ils ont déjà été dessinés ou sont en cours de création. Moi, je suis arrivée à la conclusion que si j'arrive à arrêter 1 ou 2 de ces projets, ce sera déjà bien. Le pot de terre contre le pot de fer. Pourtant, malgré la pression des promoteurs immobiliers, des investisseurs étrangers, les défenseurs du paysage et du patrimoine de la ville se mobilisent. Nous sommes à Shoreditch, à 2 pas de la City. Un quartier aujourd'hui réhabilité, mais qui était il y a encore 20 ans plutôt mal famé. Rebecca Colling s'est installée ici en 2006. C'est beau ici, hein? Assez fabuleux. C'est un endroit qui rend heureux. À la fin du 19e siècle, ce quartier était connu sous le nom de Jago. C'était sombre, les familles vivaient entassées dans les immeubles, il y avait beaucoup de crimes. Mais le quartier a été entièrement reconstruit. Des rues ont été percées à partir de ce kiosque, en suivant le principe d'un cadran solaire. Et puis de nouveaux logements ont été construits tout autour. Ah, ils sont en train de jardiner. Ravi de te voir, Jean. Ce sont mes amis et mes voisins. Cela montre qu'ici, on forme une communauté, contrairement au reste de Londres. Tout le jardin a été rénové par les gens d'ici, en partenariat avec les autorités locales. C'est nous qui l'entretenons. Arnold Circus, c'est dans ce quartier que la troupe de Shakespeare se produit pour la première fois au XVIe siècle. Un quartier qui va ensuite devenir, et pendant plus de 400 ans, un lieu de perdition. Avant que des artistes ne franchissent le pas et investissent les lieux. Ils profitent des loyers les plus bas. Rebecca est propriétaire. On espère ne pas allumer la lumière toute la journée. Entrez. Bon, on a beaucoup de sujets à voir ensemble. Vous voyez ce beau ciel bleu avec ces nuages? Eh bien, dans leur premier projet, tout cela devait disparaître. À la place, il y aura des barres d'immeubles. Ce bâtiment-là fait seulement 25 étages. Mais celui-ci en fait environ 50. Et certains projets vont même jusqu'à 75 étages. Et nous n'aurons plus de soleil. Le projet est prévu sur ce terre-plein, aujourd'hui abandonné. D'après les documents dont ils disposent, les promoteurs veulent construire un mur de buildings, des immeubles résidentiels et de bureaux. Dans une ville où le mètre carré coûte en moyenne 20 000 €, soit le double du prix à Paris, difficile de lutter contre cette fièvre immobilière qui grignote les quartiers les plus proches de la City. Ici, nous sommes au nord.
Le problème principal se situe autour de cette zone résidentielle d'Arnold Circus. Le soleil arrive par ici, il se déplace d'est en ouest. Voilà les ombres projetées qui vont plonger tout le quartier dans l'obscurité totale. C'est une perte énorme de lumière. Ce n'est pas juste une petite ombre. C'est absurde. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça, c'est criminel. Après des mois de combat, les promoteurs immobiliers finissent par revoir leur copie. On a gagné la première manche. On les a obligés à changer des choses. On leur a fait peur. On les a fait reculer. Au final, la demande n'a pas été rejetée, mais radicalement modifiée. Ces projets sont tellement compliqués, il faut récolter et analyser beaucoup de données. Une personne lambda, seule, ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans ces projets. Quand une grande entreprise dispose du pouvoir et de l'argent nécessaire pour élaborer les schémas les plus complexes, créer les rapports les plus compliqués, il est presque impossible de lutter contre elle. Rien que pour comprendre leurs documents, cela peut prendre des semaines. On a gagné la première bataille. Les immeubles feront moins de 20 étages au lieu des 50 prévus. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le collectif se prépare à un long bras de fer. Un peu plus loin, entre Shoreditch et la City, nous devons rencontrer Simon Alford. Pour ce marathonien, courir, c'est un rituel un peu comme l'heure du thé en Angleterre. Quand il ne s'entraîne pas, Simon est architecte. Ici, nous sommes au sommet de l'usine des cols blancs. Regardez la vue à travers cette vitre. Là, vous voyez la City et devant vous, la vieille ville de Londres. Il y a des strates de bâtiments historiques et de nouveaux bâtiments, et puis le nouveau mur de tours. La nouvelle ville s'impose au vieux Londres. Le changement est assez dramatique. Mais pourquoi avez-vous décidé de construire une piste ici? Pour nous, le toit est un lieu magique. Du coup, on y a construit un bar et une piste. On travaille trop longtemps. Il faut donc un endroit où s'échapper. Et quel meilleur lieu qu'ici, avec le ciel, la lumière et la vue. Un site exceptionnel, mais l'architecte a dû faire des concessions de taille. Pour composer avec d'anciennes règles, plutôt singulières, le bâtiment, qui devait être de forme rectangulaire, a été biseauté sur deux côtés. Rien à voir avec un choix esthétique. À Londres, il y a des contraintes visibles et invisibles. La règle la plus ancienne est celle-ci. Toute fenêtre, si elle a plus de 20 ans, a un droit à la lumière. Le niveau de la lumière dans une pièce est mesuré par la capacité d'une personne à lire le journal Le Times, juste en étant éclairé par une chandelle. C'est un angle de 45 degrés calculé à partir de votre fenêtre. Si quelqu'un construit dans cette zone, s'il ne respecte pas ce droit à la lumière, il va devoir payer des sommes d'argent considérables. Pour éviter de payer, l'architecte a donc redessiné le bâtiment pour laisser passer la lumière ici, juste en bas de l'immeuble. Des règles d'une autre époque qui sont légion à Londres. Les règles sont complexes, mais je pense que cette complexité nous a rendus intelligents. Si les règles étaient simples, nous pourrions faire des choses simples. Mais les règles sont compliquées. Nous devons donc être intelligents. Sans règles, pas de design. Les règles sont des outils que nous utilisons pour trouver l'idée. C'est une grammaire pour l'architecture urbaine. Pour le moment, le quartier reste fidèle à son histoire mouvementée. Mais pour combien de temps encore les touristes vont-ils pouvoir s'aventurer dans les lieux mythiques de Shoreditch? Ici, on est devant le Ten Bells, le bar emblématique du quartier de Shoreditch et d'Aldgate, où Jack l'Effrontereur repérait certaines de ses victimes. C'était un quartier à l'époque très mal famé, avec la fumée des usines, le fog anglais, qui faisait que c'était un quartier parfait pour assassiner en toute tranquillité. Une légende qui attire des milliers de personnes chaque jour. Mais si George est installé dans ce quartier, c'est pour les loyers plus bas qu'ailleurs en ville et pour cet environnement artistique.
Alors là, on est en plein cœur de Shoreditch. C'est vraiment un lieu d'échange pour les artistes de tout genre, que ce soit musiciens, artistes, photographes. Et tous les gens viennent créer. C'est vrai que c'est un lieu de vie incroyable à n'importe quelle heure de la journée. La mairie favorise beaucoup aussi la création des graffitis sur les anciens immeubles et les anciennes constructions. Depuis mai 2017, il travaille dans un lieu des plus insolites. Nous sommes à 2 pas du quartier financier. Donc là, on est sur le toit du Village Underground qui, à la base, est un lieu de concert et de spectacle qui se situe en dessous. Et là, on est sur le toit de la salle de concert, qui est devenu un lieu de coworking. Et vous travaillez dans ce container? Juste ici, ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un train au-dessus. Ouais, et même sur le côté également. Au sommet d'un ancien viaduc de chemin de fer, 4 wagons et 2 containers, tous recyclés en plateforme créative. Il aura fallu 1 an de travaux pour transformer un garage abandonné en bureau collaboratif. Depuis 2007, le site reçoit des artistes du monde entier. Donc nous voici dans le container où je travaille, avec d'autres créatifs, donc un photographe de mode, un réalisateur, et donc mon bureau. Voilà. Le prix est vraiment abordable en comparaison du quartier où on est et du lieu. Globalement, c'est vraiment très abordable. C'est-à-dire, c'est quoi C'est dans les 100 pounds environ par mois. 120 € seulement? Ouais. Pour un endroit très insolite. Pour un endroit au cœur de Londres qui bouge tout le temps. À 28 ans, Georges a déjà voyagé dans le monde entier. Mais c'est ici qu'il s'installe, car il y a, dit-il, une énergie que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc voilà le rooftop en lui-même, là où on fait des barbecues quand on se retrouve l'été ou dès qu'il fait un peu beau durant l'année. Et bientôt, avec les tours qui se construisent tout autour, vous n'aurez plus de soleil. Ça sera un peu plus délicat, mais on va essayer de trouver un coin tranquille pour pouvoir le faire à l'ombre justement des buildings quand il fera trop chaud. Donc là, on arrive sur le point culminant du rooftop. Donc regardez plutôt derrière moi comme la ville est en train de changer. On est en plein milieu de la jungle. Le concepteur du village underground, c'est Auro Foxtrot, un grand voyageur qui développe le concept ailleurs en Europe. Après Londres, Lisbonne. Mais au départ, tout a commencé dans les Alpes suisses. J'étais assis dans un funiculaire qui montait dans les Alpes. Et je me suis dit, ce wagon, c'est un bel espace. Il y a beaucoup de fenêtres qui laissent entrer de la lumière, beaucoup de place, et la forme est amusante. Du coup, en rentrant à la maison, j'ai commencé à chercher des wagons. Il y a une bizarrerie dans le droit anglais. Les wagons sont classés dans la catégorie des caravanes et non pas dans celle des bâtiments. C'est grâce à cela qu'on a réussi à les installer. Avez-vous peur d'être entouré que de grands immeubles un jour? Vous savez, ça me fait penser à cette photo d'un homme en Chine qui est dans sa petite maison et qui a l'air de se dire « Non, je partirai pas ». Je commence à avoir un peu la même sensation. Londres n'en est pas encore là. Pour s'en convaincre, il faut suivre le groupe Storor. Ses membres pratiquent le parcours. C'est l'art du déplacement urbain. Sympa la vue. Ça a l'air solide, mais c'est très glissant. En fait, il faudrait nettoyer un peu, il y a un peu de poussière. Vas-y, essaie. Vas-y, essaye. Vous voyez, ce toit, c'est pas ce qu'on recherche en fait. Malgré les tours qui poussent comme des champignons, leur terrain de jeu évolue à peine. On cherche des bâtiments, des toits qui sont reliés par des espaces que l'on peut sauter. Très souvent, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'espace entre les bâtiments. Ou à l'inverse, que l'écart est trop grand. On cherche donc l'endroit idéal. L'équipe limite les risques en repérant les toits les moins dangereux.
On ne monte pas sur les gratte-ciel. On va dans différentes zones de la ville et on essaye de trouver les toits qui nous offrent les meilleures possibilités de mouvement. En général, ce ne sont pas les gratte-ciel. On cherche plus à créer des mouvements esthétiques, à nous améliorer, à nous surpasser. En ce qui concerne l'exploration, je pense qu'on n'arrêtera jamais de chercher de nouveaux endroits. Une fois que l'on connaît toutes les options de saut, notre vision change. On cherche partout des zones où faire du parcours. On ne peut pas s'en empêcher. Là, c'est très bien. Il y a des murs où l'on peut s'accrocher, des points de chute et du vide entre deux toits. Ça, c'est vraiment une zone où l'on va aller. Cette activité à haut risque demande des repérages en amont et un entraînement intensif. Malgré les dangers, en 2017, la Grande-Bretagne a reconnu le parcours comme un sport à part entière. En fait, il y avait une voiture de police, mais elle est partie. Cette pratique n'est pas à la portée de tout le monde. Reconnue dans leur pays, l'équipe ne s'interdit aucun toit. À proximité du centre-ville, il reste quelques vieilles bâtisses du XVIIIe siècle qui ont su trouver un nouveau souffle. Comme le restaurant Le Culpeper, le nouveau spot à la mode, The Place to Be pour les Instagrammeurs et blogueurs branchés. Jacob Williamson est l'un des chefs qui se relaient au restaurant. Un cuisinier et un sportif. C'est comme un trek. Une fois, j'ai regardé sur mon téléphone et j'ai vu que j'avais monté quelque chose comme 100 étages dans la journée. Il y a 1, 2, 3, 4 niveaux jusqu'au sous-sol. Et c'est là que je vais le plus souvent. C'est assez sportif. Le toit, c'est le meilleur endroit pour travailler. Ici, l'atmosphère est différente. Tout le monde est plus détendu, de bonne humeur. C'est plus sympa. Chaque matin, il vient puiser son inspiration sur le toit. Un incroyable potager où l'on trouve des salades, des betteraves, des fleurs de capucine et d'autres produits de saison cultivés sans aucun pesticide. C'est du fenouil. J'utilise simplement les petites fleurs pour garnir les assiettes parce que c'est très bon. Ici, ce sont toutes nos différentes variétés de salades. On les utilise dans le restaurant aussi bien en bas qu'en haut. Là, sur le toit, on a une salade à la carte. On n'utilise aucun pesticide. On fait pousser de la rhubarbe et les feuilles de rhubarbe sont toxiques. Notre jardinier les utilise pour fabriquer un pesticide naturel. On le pulvérise sur les plantes pour éloigner certains insectes. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont envie de savoir d'où vient leur nourriture et peut-être même de voir l'endroit où elle pousse. Dès les premières chaleurs, la terrasse est prise d'assaut. Au menu, des plats végétariens pour la plupart. Grâce à la serre, les produits sont aussi disponibles l'hiver. Les tours vous offrent de nouvelles opportunités. Oui, vous savez, d'ici, vous avez l'impression de pouvoir fuir Londres. Vous ne vous sentez pas comme dans une grande ville. S'échapper de Londres et de sa folie des hauteurs, c'est encore possible. Il suffit de se rendre derrière l'abbaye de Westminster, à Trafalgar Square par exemple, là où se trouve la National Gallery, ou plus méconnu encore, l'ancien quartier général de la compagnie qui possédait le Titanic. Le
bâtiment a été entièrement restauré en plusieurs appartements de luxe. Come on in, follow me. Suivez-moi. Welcome to a beautiful kitchen. Voici la magnifique cuisine. In total, we have, Ce sont de grands espaces, avec une salle de réception, un bureau, un salon, 4 chambres, une grande cuisine, une salle à manger. Il y a beaucoup de pièces. Allons à l'étage supérieur pour voir le plat principal. Donc voici le toit terrasse du duplex. Comme vous pouvez le voir, il y a une magnifique vue. On est en plein centre de Londres. Trafalgar Square est juste à nos pieds. Et là, vous avez la grande roue qui se dresse fièrement. Et à droite, caché par les échafaudages, c'est Big Ben. Et encore à droite, le palais. Et en allant de l'autre côté de la terrasse, on voit Pall Mall. C'est la grande rue qui amène à St. James et qui va jusqu'à Buckingham, et après, à la résidence du prince de Galles. C'est rare d'avoir une terrasse à Londres? Il y a beaucoup de terrasses, mais avec cette vue, oui, c'est vraiment exceptionnel. Une exclusivité qui a un prix, 18 millions d'euros. Ici, c'est le second toit terrasse. Il est beaucoup plus petit. C'est juste pour le petit déjeuner. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de grues et de chantiers autour. J'adore cette terrasse, car elle donne directement sur la National Gallery et sur Trafalgar Square. Un peu plus loin, le palais de Buckingham. Pas un bruit de chantier ne vient perturber la relève de la garde. Depuis 1838, c'est la résidence de la famille royale. Et ça, ce n'est pas près de changer.